Rebonjour à tous et à toutes. On arrive à la deuxième partie de cette série de présentations. Et comme à notre habitude, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Lorsque des gens deviennent membres réguliers ou associés, on leur demande de venir présenter un peu leur programmation de recherche, de présenter qui elles ou ils sont. Et dans cette perspective-là, ben, ce matin, on a trois personnes qui vont présenter leurs travaux, leur programmation, leurs intérêts, puis qui vont faire connaissance avec vous. Et je le dis toujours, c'est des moments qui sont très importants pour éventuellement à la fois établir des interactions avec d'autres membres qui étaient moins au courant des recherches menées par nos nouveaux membres, mais également pour les étudiantes, les étudiants, si vous êtes à la maîtrise, si vous êtes au doctorat et vous voulez aller faire un stage particulier, vous êtes en fin de doc et vous pourriez éventuellement vouloir faire un post-doc, bien, ça devient pas mal intéressant d'avoir un son de cloche sur ces personnes-là. Et sans plus tarder, on va commencer avec la professeure Isabelle Laforêt-Lapointe, un nom de prédilection pour la recherche en foresterie. Et tu t'es fait dire des millions de fois sûrement, Isabelle. Isabelle a fait son doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Elle a gradué en 2017. Elle a obtenu son doctorat en 2017. Elle est professeure-chercheur au département de biologie de l'Université de Sherbrooke depuis 2020. Et elle est titulaire d'une chaire de recherche de niveau 2 sur l'écologie microbienne appliquée. Donc, sans plus tarder, je laisse Isabelle nous présenter sa programmation. Merci beaucoup, Pierre. Donc, j'assume que tout le monde m'entend bien et que vous voyez bien mon écran, là, ma présentation. Super. Ben, c'est un grand plaisir ce matin de venir vous parler à tout le monde, la belle équipe du CEF. Puis, en plus de suivre la présentation d'Hubert, qui était vraiment très, très intéressante parce que je me suis rendu compte que je marchais un peu dans les traces d'Hubert sans le savoir. Donc, vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. J'avais espoir de pouvoir donner cette conférence-là en personne, post-pandémique, dans un colloque en présentiel, là, comme dans le bon vieux temps. Mais à défaut d'attendre le prochain, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, comme un peu Hubert, je vais faire un petit tour d'horizon, puis je vais vous présenter qu'est-ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Puis, j'ai commencé à l'Université Laval, où j'ai fait mon baccalauréat que j'ai terminé en 2010. Puis, j'ai fait cette blague-là là, déjà des milliers de fois, mais c'est tellement vrai. Donc, à la fin de mon baccalauréat, je me demandais quoi faire, puis je voulais voyager. Donc, j'ai décidé, bien sûr, d'aller faire une maîtrise en Espagne parce que le bon vin, le soleil, ça me semblait être un choix de prédilection. Et donc, je suis partie travailler au CREAF, qui est un peu l'équivalent du CEF, mais à Barcelone. Et je suis arrivée là-bas, puis moi aussi, l'escalade m'attirait énormément. Donc, comme Hubert, j'adorais faire de l'escalade, mais de l'escalade naturelle. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment ce qui se passait au niveau des écosystèmes terrestres. Donc, dynamique des forêts, puis l'Espagne, la Catalogne, à ce moment-là, avait vécu certaines périodes de sécheresse qui avaient causé de la mortalité dans les peuplements. Et ils avaient accès à des recensements forestiers avec des données super intéressantes. Donc, j'ai eu la chance d'aller me balader dans les montagnes de Pradas en Catalogne à l'automne 2010, puis d'utiliser ces inventaires forestiers. Puis un peu à la mode européenne, quand je suis arrivée pour faire ma maîtrise, je n'avais pas vraiment de temps de réflexion sur quelle était la question d'intérêt de ma maîtrise. On m'a donné la base de données, on m'a donné la question, puis on m'a dit vas-y, analyse les données, trouve la réponse à la question qui nous intéresse. Et donc, j'ai travaillé sur la variation intra-individuelle, intraspécifique chez le pin sylvestre en Catalogne. Et ce qu'on voit ici là, à gauche, c'est l'inventaire forestier, là, les parcelles de l'inventaire forestier en Catalogne. Donc, ça, ce n'est pas l'Espagne,
mais prenez-vous pas, c'est juste la Catalogne, donc la portion en haut à droite. Et chacun des points noirs, ben, c'est une des parcelles de l'inventaire forestier qui est répétée chaque 5 ans. Et qui nous donne des données vraiment très précises sur la mortalité, la croissance des arbres, les traits fonctionnels. Et dans ces années-là, les traits fonctionnels, ça explosait, ça devenait excessivement à la mode de regarder comment ils interagissaient entre eux, la hauteur maximale de l'arbre, l'azote foliaire des feuilles, la densité du bois, tout ça. Donc, mon premier papier qui a pris 3 soumissions dans des journaux différents avec des longues réponses aux réviseurs qui a un peu testé, moi aussi, ma tête de cochon, ma détermination à rester en sciences, à vouloir publier. Et finalement, publié au Ecologia en 2014, 2 ans après que j'ai commencé mon doctorat. Donc, ça a testé ma détermination. Donc, j'arrive en 2012, en septembre 2012, il y a un peu moins de 10 ans, au CEF, comme Pierre disait, qui était déjà dirigé par Pierre. Et de façon un peu anecdotique, à la fin de ma maîtrise en Catalogne, je me demandais quoi faire pour la suite. Puis j'ai envoyé 2 courriels, un à Christian Messier à l'UQAM, un à, j'oublie son nom maintenant, bien sûr, c'était pas Jean Bousquet, mais en tout cas, c'était une autre personne qui est à l'Université Laval, mais qui travaillait sur l'ADN des arbres. Et cette personne-là me dit, bon, viens travailler avec moi sur l'ADN des arbres. J'ai dit, l'ADN, je veux pas travailler là-dessus. Moi, je veux travailler sur les peuplements forestiers. Je veux travailler sur la dynamique des écosystèmes, dynamique des communautés. Donc, je suis partie avec Christian en me disant que j'allais continuer à travailler sur la dynamique des peuplements forestiers. Et en quelques mois, j'ai rencontré Steven et Christian et Steve avaient envie de faire des collaborations, puis de se poser un peu la question sur qu'est-ce qui se passe au niveau des micro-organismes qui sont sur les feuilles des arbres en forêt tempérée, en forêt québécoise. Et mon doctorat est devenu un hybride de dynamique de l'écosystème terrestre en forêt, mais aussi avec un volet micro-organismes et ADN. Donc, en bout de ligne, j'ai fait énormément de travail avec l'ADN, la bioinformatique. Donc, parfois, la vie choisit un peu pour nous. On pense que nous, on choisit exactement sur quoi on va étudier, mais la vie, des fois, choisit et c'est pour le mieux. Donc, j'arrive en 2012 à l'UQAM avec Steven et Christian et je vais commencer à m'intéresser aux interactions arbres-microbes et essentiellement à celles qui se déroulent au niveau de la phylosphère, donc la surface des feuilles. Et les communautés qu'on va aller suivre, ça va être essentiellement les bactéries. Donc, à ce moment-là, ce qu'on regarde, c'est un petit bout de l'ADN pour suivre quelles bactéries sont présentes. Mais on sait que dans la phylosphère et partout sur les individus végétaux, les plantes, on trouve autant bactéries que champignons, que micro-eucaryotes, virus. Donc, mon doctorat s'est vraiment intéressé à ce qui était sur les feuilles des arbres dans la forêt tempérée et particulièrement aux bactéries. Donc, c'est ce que je vous présente ici. Vous allez revoir cette diapositive-là qui est un peu le portrait de ma recherche. Et à mon doctorat, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée aux bactéries, aux champignons qui colonisent les arbres dans la forêt tempérée québécoise. Et les outils que j'ai utilisés, c'est essentiellement du séquençage, donc la lecture de l'ADN de ces micro-organismes-là, la lecture de petits fragments de l'ADN des bactéries pour être en mesure d'identifier qui est présent, en quelle abondance relative et quelles sont les variables qui influencent qui est présent. Donc, pourquoi, en fait, s'intéresser à ces micro-organismes-là qu'on ne voit pas à l'œil nu? Et la plupart d'entre nous, ici aujourd'hui, vous travaillez sur les arbres, sur la dynamique des peuplements forestiers, sur des organismes macroscopiques. Et en fait, il faut reculer dans le temps, puis plus loin que les 100 dernières années, mais les derniers millions d'années. Puis les micro-organismes sont ici, colonisent la Terre depuis vraiment plus longtemps que les arbres et ont développé des mécanismes d'interaction qui sont vraiment très intéressants et qui déterminent le portrait ou la dynamique des écosystèmes macroscopiques qu'on voit de nos jours. Donc, c'est un peu à travers ce prisme-là de comprendre d'où viennent les écosystèmes forestiers, comment ils dépendent de micro-organismes, autant au niveau des champignons que des bactéries,
puis d'aller plus loin que s'intéresser uniquement aux pathogènes ou aux symbiotes très connus. Donc, pas juste à ceux qui causent des maladies ou ceux qui sont très, très, très importants comme les mycorhizes, mais vraiment la communauté dans son ensemble. Puis, il faut aussi comprendre que la microbiologie, par le passé, s'intéressait uniquement à un micro-organisme, creusait ce micro-organisme-là et concevait les études sans penser à l'écologie des communautés. Comment ce microbe-là se trouve dans un contexte de communauté où il n'est pas tout seul, il y a d'autres microbes qui sont là, qui sont partenaires, qui peuvent être antagonistes, qui peuvent être bénéfiques. Il peut avoir de la compétition intraspécifique, il peut avoir de la compétition interspécifique. Donc, c'est un peu à travers l'écologie des communautés que je suis arrivée à étudier ce qui se passait entre arbres et microbes. Donc, je commence mon doctorat, puis cette diapositive-là vous donne un portrait là, de ce que j'ai fait durant les années que j'étais au doctorat à l'UQAM. Puis les questions essentiellement qu'on s'est posées, c'est 5 questions principales. Quels sont les facteurs qui déterminent qui on retrouve sur les feuilles des arbres? Est-ce que c'est l'identité de l'espèce? Un érable à sucre a-t-il les mêmes bactéries sur ses feuilles qu'un bouleau à papier? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la variation? Est-ce que ça varie énormément au sein de la canopée, au sein du feuillage d'un arbre, au sein de plusieurs arbres? Puis, qu'est-ce qu'ils font ces micro-organismes-là? Est-ce qu'ils ont un impact sur le fitness de la plante? Est-ce qu'ils pourraient avoir un impact sur la biomasse, sur la photosynthèse, par exemple? Puis finalement, les 2 dernières questions qu'on s'est posées sont en relation avec ce qui se déroule en ce moment, le grand changement, le changement global, donc autant le changement climatique que l'anthropisation des milieux. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des villes versus la forêt naturelle, puis qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique, l'augmentation de la température, le changement de précipitation. Donc, sur cette diapositive-là, vous avez un portrait des questions auxquelles j'ai répondu durant mon doctorat, puis aussi des questions qui continuent de m'intéresser, de creuser pour aller trouver des mécanismes qui ne font pas juste faire des études descriptives de ce qu'on voit, mais aussi qui démontrent quel est le mécanisme causal qui va aller relier arbres et micro-organismes. Donc, premier projet de doctorat, puis les prochaines diapositives vont aller assez vite parce que je veux laisser du temps pour les questions. Je vais vous donner un peu un portrait rapide de ce que j'ai fait durant mon doctorat. Donc, le premier projet, c'était de faire un road trip à travers le Québec et de trouver une raison pour aller visiter les plus belles régions. Donc, autant Rimouski, malheureusement, je n'ai pas pu inclure les Monts-Valin, ça aurait été vraiment formidable. Mais on avait Rimouski, on avait Sutton, donc proche de Sherbrooke, on avait Gatineau, puis Rouen. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que les microbes des feuilles des arbres sont les mêmes à travers ces 4 sites-là? Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est retourné plusieurs fois durant l'été, donc pour comprendre est-ce qu'il y a aussi une structure temporelle dans la structure des communautés bactériennes des feuilles des arbres. Ici, ce que vous voyez, c'est une ordination, donc 2 axes qui résument la différence entre nos échantillons. Donc, vous avez chacun des points qui correspondent à un arbre, un échantillon ou une communauté. Et si les points sont loin, ça laisse sous-entendre que qui est présent en termes de bactéries sur les feuilles des arbres était très différent. Et si les points sont rapprochés, ça nous laisse penser qu'une grande proportion de la communauté taxonomique des bactéries se ressemblait. Donc, ce qu'on voit ici, c'est nos 5 arbres qui étaient érable à sucre, érable rouge, sapin baumier, épinette blanche et bouleau à papier. Et ce qu'on voit, c'est des ellipses, donc des intervalles de confiance qui représentent où on aurait dû trouver 95% de nos échantillons pour chacune de nos espèces. Donc, ici, vous avez les 2 ellipses qui représentent nos conifères, épinette blanche et sapin baumier. Et ce qu'on comprend, c'est qu'une grande proportion de qui est présent sur les aiguilles de ces 2 arbres-là se ressemblent énormément. Tandis que les 2 érables, eux, et le bouleau à papier étaient différents, donc ils se distinguaient en termes de qui est présent sur leurs feuilles. Les 2 érables se ressemblaient plus en termes de composition taxonomique, alors que le bouleau à papier était différent. Donc, première étude, l'identité de l'espèce, peu importe s'il est en Abitibi, à Rimouski ou à Sutton, les érables de ces 4 sites-là se ressemblent plus entre eux que les bouleaux à papier, les sapins, les érables du même site. Donc, quelque chose de quand même assez intéressant parce que par le passé, on se disait, les bactéries se retrouvent partout, donc on devrait trouver les mêmes bactéries sur des sites à des distances extrêmes. Mais en fait, il semble vraiment avoir une sélection au niveau de l'identité de l'espèce.
La deuxième chose qu'on s'est posée, qui était un volet plus, la deuxième question qu'on s'est posée, qui était un volet plus méthodologique, c'était est-ce que de prendre un seul échantillon dans l'ensemble du feuillage d'un arbre, c'est représentatif de tout ce qu'on y trouve? Parce qu'à ce moment-là, quand je commençais mon doctorat, c'était la procédure qu'on suivait pour échantillonner la phylosphère des arbres. Et on peut comprendre que pour des plantes plus petites, ça peut être assez représentatif, mais la question est quand même assez valable quand notre arbre fait plusieurs mètres de haut. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des échantillons à plusieurs places sur chacun de nos arbres et on a aussi comparé nos échantillons intraspécifiques ou intra-individuels avec des échantillons inter-individuels. Et ce qu'on voit ici, c'est encore pour les 5 mêmes espèces, des échantillons qui se retrouvent au niveau de l'individu et au niveau de différents individus. Et ce qu'on voit, c'est la variation qui existe dans ces 2 catégories-là pour chacune de nos 5 espèces. Et la seule différence qui était vraiment significative, donc, c'est celle qui était au niveau du boulot à papier, mais il y avait une tendance constante à ce que la différence interindividuelle était plus grande. Donc oui, il y a une différence plus grande quand on regarde différents individus, mais ce qui se passe au niveau d'un seul feuillage, il y a quand même une grande variation. Donc ça nous a amené à suggérer que peut-être de prendre un échantillon composite, donc qui contiendrait des feuilles d'un peu partout dans le feuillage de l'arbre, serait meilleur comme moyen d'échantillonnage. Troisième projet, après avoir travaillé dans la forêt naturelle, on est allé vers la forêt urbaine, un sujet qui devient de plus en plus intéressant pour les écologistes. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller essayer de suivre les mêmes espèces qu'on avait en forêt naturelle, mais cette fois-ci en milieu urbain. Et on a échantillonné des sites qui étaient à haut niveau de densité urbaine, à niveau moyen et à niveau bas, entre guillemets. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi leur communauté de bactéries sur les feuilles. Et ce qu'on a trouvé, une fois de plus, c'est que l'identité de l'espèce influençait de façon majeure qui on trouvait sur nos feuilles, mais que la densité d'urbanisme avait quand même un impact majeur également. Et c'est ce qu'on voit ici avec les intervalles de confiance de haute densité vers moyenne densité vers faible densité. Puis, on avait aussi regardé si les arbres étaient seuls ou en communauté, donc s'ils étaient dans un parc avec des voisins ou s'ils étaient tout seuls sur le bord de la route, avec une hypothèse un peu de stress sur qu'est-ce que ça a comme impact le stress de l'individu. Et ce qu'on voit aussi ici dans notre Permanova, c'est que l'interaction entre isolation de l'arbre et densité était le deuxième vecteur ou variable la plus importante dans notre modèle. Donc, des premières réponses à savoir c'est quoi les variables qui sont les plus importantes pour comprendre comment les bactéries changent sur les feuilles de nos arbres. Puis finalement, on est allé se poser un peu la question sur c'est quoi le rôle de ces micro-organismes-là pour l'arbre. Et on commençait à comprendre que les micro-organismes des feuilles des arbres et des racines avaient des rôles vraiment importants pour la fonction des écosystèmes, de par des impacts qu'ils ont sur la productivité des plantes, la résistance aux pathogènes, la résilience au stress abiotique comme la sécheresse. Et donc, ensemble, ces impacts-là positifs sur l'individu avaient un impact à plus grande échelle sur la dynamique des communautés végétales. Donc, en 2013, on a eu la chance d'aller travailler avec le dispositif Hayden à Montréal. Et ce dispositif-là que vous voyez ici sur une image aérienne, photo aérienne, c'est un design qui est composé de 2 gradients, donc richesse spécifique d'arbres et diversité fonctionnelle. Et il y a 4 blocs qui contiennent chacun 54 combinaisons d'espèces allant de monoculture à culture de 12 espèces. Et ce qu'on voit, c'est en design factoriel randomisé. Donc, chacun des blocs contient les 54 combinaisons distribuées aléatoirement dans l'espace. Donc, vous avez ici les 2 gradients de richesse spécifique qui allaient de 1 à 12 espèces et de diversité fonctionnelle qui allait de 0 à 8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, diversité fonctionnelle? Bien, c'est au niveau des traits de l'arbre. Est-ce que les traits fonctionnels, est-ce que c'est 2 épinettes qui sont mis ensemble, donc dont les traits sont excessivement semblables, ou est-ce que c'est 2 espèces qui diffèrent énormément au niveau de leurs traits fonctionnels? Même chose pour des combinaisons de 4 espèces différentes.
Donc, dans le domaine de diversité, de biodiversité, écosystème functioning, la plupart des modèles relient l'effet positif de la diversité sur la productivité dans des modèles monotrophiques, c'est-à-dire on pose, est-ce que la diversité des plantes a un impact sur la productivité des plantes? Nous, on s'est posé la question, est-ce que l'effet positif de la biodiversité pourrait se dérouler au niveau multitrophique, c'est-à-dire que la diversité des plantes a un impact sur la diversité de d'autres niveaux trophiques et ensemble, ces deux domaines ont un impact sur la productivité. Donc, on a construit un modèle multitrophique où la diversité fonctionnelle, la richesse spécifique et l'identité fonctionnelle des plantes de notre parcelle dirigeait ou avait un effet sur la diversité microbienne des feuilles des arbres. Et on a posé la question, quel est l'impact relatif de ces 4 variables-là sur la productivité de la parcelle au niveau des arbres? Et ce qu'on a vu avec une analyse de piste, c'est que oui, là, la diversité fonctionnelle, la richesse spécifique, l'identité fonctionnelle avaient tous des impacts forts sur la productivité des plantes de la parcelle. Donc, on a récapitulé ce qu'on avait déjà trouvé, ce qui avait déjà été démontré. Mais ce qu'on a montré aussi, c'était que même quand on tenait compte de ces effets vraiment forts sur la productivité des plantes, il semblait y avoir une corrélation tout de même avec la diversité bactérienne des feuilles. Donc, est-ce que cette diversité bactérienne qui aurait un effet positif sur la productivité de la parcelle, ça se déroule au niveau de la protection contre les pathogènes? Est-ce que c'est vraiment un effet mécanistique direct sur la capacité photosynthétique ou les hormones de croissance? C'est encore une des questions qui restent dans l'air, puis c'est une des choses que j'essaie de faire avec mon labo actuellement. Donc, fini mon doctorat, j'ai travaillé sur des domaines déjà multidisciplines. Puis, je suis partie faire un postdoc à l'école de médecine à Calgary, où je voulais utiliser mes techniques que j'avais développées pour l'analyse des communautés microbiennes, mais dans un domaine un peu différent, donc dans l'intestin humain. Ça a demandé un grand défi, mais beaucoup d'adaptation aussi, mais ça m'a beaucoup enrichi au niveau des capacités d'utiliser des connaissances de d'autres domaines pour les ramener une fois de plus dans ce qui m'intéressait vraiment, qui était l'interaction entre hôtes et micro-organismes. Donc, j'ai construit mon plan de recherche avec en tête de travailler sur les communautés de micro-organismes, incluant bactéries, champignons, micro-eucaryotes, virus, autant sur les arbres que sur l'organisme modèle qui est Arabidopsis thaliana, qui est une petite plante qu'on a plus de facilité à contrôler ou à modifier génétiquement, mais aussi chez les humains. Donc, quand même une partie de mes volets de recherche qui s'intéresse à l'interaction hôte-microbe chez les humains et chez l'organisme modèle, la souris. Les techniques que j'utilise incluent de la culture, du qPCR pour contrôler, mesurer le load réel et pas juste l'abondance relative, du séquençage pour savoir qui est présent, mais aussi du séquençage un peu différent pour comprendre quelles sont les fonctions, donc un peu les traits fonctionnels de ces micro-organismes-là, et finalement de la métabolomique pour savoir qu'est-ce que ces microbes-là font comme métabolites qui peuvent aller après ça interagir avec leur hôte. Donc, un peu un rappel que le séquençage, ça a explosé, le microbiome, c'est devenu un domaine excessivement dynamique, mais vient aussi cette question-là ou cette réflexion-là d'éthique, de dire, c'est bien beau accumuler toutes ces données-là, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? À quoi ça va me servir? Donc, un peu cette réflexion-là qui m'anime de dire, quand je vais aller faire une étude sur le microbiome, ce qui est important, c'est que je sache quelle est la question qui motive cette technique-là et qu'est-ce que je vais faire exactement avec les données. Donc, mon plan de recherche, c'est de répondre à la question « hôtes microbes qui mènent le bal ». Est-ce que c'est les micro-organismes qui ont un impact sur leur hôte, qu'elles soient plantes ou qu'elles soient humaines ou mammifères ou animales ou insectes? Et comment ces micro-organismes-là interagissent entre eux, s'influencent en utilisant des techniques ou des principes d'écologie des communautés, mais aussi comment cette interaction-là, microbes s'insèrent dans l'environnement. Donc, comment les changements climatiques, l'anthropisation vont aller influencer les interactions hôtes microbes, que ce soit pour les arbres en ville ou pour les êtres humains. Puis, les défis de l'étude des communautés microbiennes, c'est très parallèle avec ce qu'on fait au niveau de l'écologie des communautés, c'est-à-dire c'est quoi la variation temporelle, c'est quoi l'échelle à laquelle il faudrait étudier ces interactions-là, c'est quoi l'échelle spatiale qui est adéquate, comment
percer un peu le mystère microbien, donc tous ces organismes dont on connaît très peu, dont on sait très peu, parce qu'on n'est pas encore capable de les faire croître en laboratoire. Et puis aussi de comprendre les interactions entre micro-organismes, pas juste pathogènes contre l'arbre ou la plante, mais aussi pathogènes contre un antagoniste du pathogène, et finalement d'utiliser la métagénomique pour comprendre quelles sont les fonctions de ces micro-organismes-là. Ce qui m'anime beaucoup, c'est ce qui se passe en ce moment avec l'Anthropocène, donc changement climatique, changement global. Donc, on comprend que la planète est appelée à changer. Puis, il y a beaucoup de populations des écosystèmes terrestres qui vont subir des changements de distribution. Est-ce que ça va être une opportunité de croissance? Est-ce que ça va être une contraction de la distribution? Il nous reste encore beaucoup à comprendre, beaucoup à faire pour comprendre comment les interactions plantes-microbes s'insèrent dans le changement des écosystèmes. On pense beaucoup à l'effet de la sécheresse, des feux, des insectes, des pathogènes, mais où s'insèrent les symbiotes, où s'insèrent les micro-organismes? Ça, c'est un peu la tâche que je me suis assignée avec ma chaire de recherche. Donc, comme grande fan de la tire et du sirop d'érable, une des questions qui m'intéresse, c'est de comprendre comment l'érable à sucre va s'adapter au changement climatique et quel rôle les microbes vont jouer pour améliorer ou aider sa distribution dans un contexte où il se retrouve à vouloir ou pouvoir pousser son enveloppe de distribution. On a une photo de Back in the Days en 2013 avec la tire au laboratoire Messier. Et la question qu'on se demande, c'est est-ce que cette espèce va subir une expansion ou une contraction de son aire de distribution et quel sera le rôle des microbes? Donc, je ne veux pas dépasser trop mon temps alloué, mais essentiellement, les questions qu'on se pose démarrent sur les projets de Brown & Vellen en 2014 qui ont pris des érables à sucre et les ont amenés par-delà sa limite actuelle de distribution, puis ont constaté une augmentation de la présence de pathogènes sur les semis. Mais est-ce que c'est dû simplement à une augmentation des pathogènes ou à un changement des communautés qui sont présentes? Donc, est-ce que c'est une perte de symbiote ou une augmentation des pathogènes? Donc, avec Jessica, en 2018, au laboratoire Campbell, on avait constaté qu'il y avait une perte de diversité au niveau de la racine. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est au niveau de la feuille. Ce que vous voyez à droite, c'est au niveau des racines. Ce que vous voyez en foncé, c'est ce qu'on trouvait à l'intérieur de l'aire de distribution de l'érable. Et en pâle, c'était à la limite. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une perte significative de diversité bactérienne au niveau des racines. Donc, on a aussi posé la question dans un contexte de gradient longitudinal, latitudinal, pardon, avec Tonia Debellis dans un papier qui sort là, fraîchement dans Ecology, où on a démontré qu'il semble aussi y avoir une altération des communautés mycorhiziennes, des communautés de la forêt tempérée vers la forêt boréale. Donc, dans mon labo, avec Joé, ce qu'on fait en ce moment, un étudiant à la maîtrise avec moi, on suit le gradient altitudinal, acetone et mégantique, et on a regardé les communautés mycorhiziennes, bactériennes et fongiques, plus grandes que juste les mycorhizes, pour comprendre comment ces micro-organismes-là changent le long du gradient, mais aussi vraiment aller plus creux à savoir quels sont leurs rôles, quelles sont les fonctions. Donc, c'est un peu une histoire à suivre de ce côté-là, mais c'est notre projet là, qui devrait aboutir cette année. Donc, les grandes conclusions, c'est qu'il y a des différences entre nos différentes espèces dans la forêt tempérée en ce qui concerne l'identité des communautés bactériennes au niveau des feuilles. Cette diversité pourrait influencer positivement la productivité de nos arbres. Puis, le contexte anthropique a un impact sur ces micro-organismes. Et finalement, que le changement climatique va avoir un impact sur les interactions hôtes-microbes, mais cette interaction pourrait également permettre aux arbres d'adapter leur distribution actuelle. Donc, c'est les questions qui m'animent, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, merci beaucoup. Un grand merci, Isabelle. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Ça nous montre comment le monde microbien peut être abordé à travers toutes les panoplies d'outils d'analyse qu'on a développé aussi en écologie des organismes de plus grande taille. Bien impressionnant. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 2-3 minutes pour des questions. Moi, j'ai tendance à être un petit peu plus élastique, là. Donc, allez-y, prenez le micro.
ceux et celles qui sont intéressés. Ça peut être autant sur mon parcours que sur... je vais aller vite, là, il y a beaucoup de choses à présenter, mais je voulais vous donner un portrait d'ensemble. Je pense que Boris a une question. Vas-y, Boris. Oui, j'arrive. C'est bon. Okay. Non, c'est juste... moi, ce qui m'a intrigué, parce que j'ai trouvé ça super intéressant, là, puis c'est pas souvent abordé, ces questions-là. Oui, tu as parlé du rôle là, du microbiote de la feuille sur les pathogènes, mais moi, c'est la question spécifique des défoliateurs qui m'est venue. Puis, qu'est-ce qu'on sait avec ça, là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Est-ce qu'il y a une voie? Moi, je vois une grosse voie de recherche là-dedans, là, parce que ne serait-ce que la livrée des forêts, on peut en nommer d'autres, là, mais il me semble qu'il y a un gros potentiel là, d'intérêt là-dedans. Oui, je pense qu'il y a des chercheurs, là, dont je pense Dan et Steve, qui ont déjà commencé à répondre à certaines questions de ce côté-là. Là, moi, ça n'a pas... disons que je suis allée large, j'ai ratissé large dans mes questions, mais je n'ai pas encore fait d'interaction insectes, arbres, microbes. Ça s'en vient. C'est sur la table, mais c'est ça, il faut comprendre aussi que on est bien avancé au niveau de la compréhension plante modèle et micro-organismes et système immunitaire de la plante. Puis particulièrement aussi dans un contexte agricole, je pense que les recherches sont rendues plus loin. Mais pour ce qui est des arbres, ça tarde. Donc, c'est vraiment plus difficile aussi faire des expériences en serre, par exemple, avec des arbres qu'avec Arabidopsis ou la laitue. Mais c'est sur la table pour moi, là, définitivement, dans les prochaines années. Super. Surveillez ça. Merci beaucoup, Boris. Oui. Mélanie? Merci, Isabelle. On sait que les jeunes chercheurs parlent souvent d'un syndrome d'imposteur quand ils commencent une carrière. Puis, je voudrais que tu nous parles du culot que tu as eu d'aller faire un postdoc dans le milieu médical. C'est un courage vraiment que moi, je veux souligner. Quand tu nous as dit ça, on a tous fait comme « wow », mais d'un autre côté, « oh my God, elle va tellement être vulnérable ». Et tu as eu le culot de le faire. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là qui est assez gothy, on va le dire? Oui, je ne sais pas si j'ai comme beaucoup de front, tu sais, j'ai un gros front, fait que ça m'a peut-être aidé. Mais je pense que c'est juste dans mon appétit. Je pense que j'avais beaucoup d'appétit de réussir puis d'utiliser les connaissances que j'avais en faisant fi des carcans qu'on se mettait déjà, de dire « Ah ben, je suis dans ce labo-là, donc je vais continuer exactement sur le même sujet. » Tu sais, l'écologie des communautés, ça peut être utilisé dans plusieurs domaines. Puis moi, j'étais déjà à mi-chemin entre tout ce qu'on faisait dans la forêt, la foresterie, puis les dynamiques des communautés végétales, puis l'écologie des communautés microbiennes qui commençaient. Puis je voyais vraiment un potentiel pour aller dans le domaine médical puis dans le microbiome humain. Ça a été vraiment dur. Quand je suis arrivée à Calgary, là, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je fasse un bon 6 mois de lecture sur le système immunitaire. C'est pas disons qu'au CEF, j'étais bien traitée. Tu sais. Pas pour dire que je n'étais pas bien traitée à Calgary, là, mais disons que les attentes pour la performance puis la charge de travail dans certains domaines diffèrent. Puis dans le labo à Christian puis à Steve, j'étais assez bien traitée. Puis quand je suis arrivée à Calgary, ben, ça arrivait fréquemment qu'on s'attendait à ce que je travaille le soir sans préavis. Tu sais, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, donc tu restes le vendredi sans préavis jusqu'à 10-11 heures. Ça arrivait. Travail de fin de semaine, même chose. Puis c'était un peu comme work hard, play hard motto. Mais tu sais, le work hard, play hard motto, il ne fit pas avec la santé mentale et la vie de famille. Mais que ça a été très enrichissant, très eye-opening. Puis, en fait, ça a pris beaucoup de support de ma famille puis de mes mentors. Il est arrivé des situations où j'ai dit « Est-ce que c'est normal qu'on me traite comme ça? » Puis j'ai demandé ça à Steve « Est-ce que c'est normal qu'on me traite comme ça? Est-ce que je dois accepter ça? » Puis d'avoir un mentor en arrière qui me disait « Non, tu sais, tu vaux mieux que ça. » Puis
accepte pas ce genre de comportement-là, ce genre de message-là qu'on t'envoie, ça m'a beaucoup aidé. Mais oui, je pense que j'ai beaucoup de culot à la base où je suis naïve. Je suis peut-être très, très, très naïve que ça va bien aller, puis j'adore ce que je fais, donc pourquoi ça irait mal? Tu sais. Mais le syndrome de l'imposteur aussi, pour revenir au tout début de ta question, je l'ai encore, je ne l'ai pas perdu. Il est encore là quand je me compare. Puis, on ne devrait peut-être pas se comparer autant, mais j'essaie de me rappeler mes belles réussites, puis de continuer là-dessus. Puis je le vois dans mes jeunes, tu sais, j'essaie de leur dire, puis l'anxiété de performance, comment c'est dur. Fait que j'essaie de ne pas leur cacher que ça a été dur pour moi aussi à certains moments. Pas le taire, tu sais, en parler quand c'est dur, quand on rate quelque chose, quand je n'ai pas une subvention, de le dire. Tu sais. Fait que, merci beaucoup pour ta question, pour cette opportunité-là. En effet, c'était une question qui nous ouvrait sur une autre perspective, la perspective aussi. Puis ça a été un peu aussi la présentation d'Hubert ce matin. C'est tout le côté humain qui est derrière aussi l'activité de la recherche. On mesure souvent les gens à travers le nombre de publications qu'ils font, les revues dans lesquelles ils publient, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est comment on pratique ce métier-là qui est fascinant. Écoute, merci énormément, Isabelle, pour cette présentation. On va malheureusement passer, on est rendu en fait à passer à une autre présentation.